Avis spectateurs, alors aujourd'hui on va terminer notre tour d'horizon des films Resident Evil en parlant des films d'animation japonais, et pour le coup, c'est les premiers films d'animation de la chaîne qui ont une vraie vidéo. Champagne. Je crois qu'on oublie un truc super important. C'est la 10e Navesine. Tequila. Tequila. Nous avons eu l'occasion de voir en détail la saga de Paul W.S. Et malgré quelques opus pas franchement mémorables et une conclusion plus que discutable, elle apporte une jolie pierre à l'édifice de la saga de jeux que beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'avoir entre les mains ou regarder sur YouTube. Alors loin de moi l'idée de juger, bien évidemment, je suis le premier à regarder des let's play sur YouTube quand j'ai pas le temps ou bien tout simplement quand j'ai pas envie de claquer 70 balles dans un jeu pas fini. Veuillez insérer le nom d'un jeu en commentaire. Mais visiblement, Capcom, en charge de la réalisation des jeux, n'a pas franchement apprécié l'œuvre de Anderson, ce qui est un peu ironique puisqu'ils avaient refusé le script de George Romero, le papa des zombies, dont le travail a largement inspiré leur saga de jeux, et qu'en plus il avait réalisé une pub au Japon pour Resident Evil 2, au profit de celui de Anderson qui de son côté a vraiment fait un bon taf sur le premier film. Encore un exemple parmi tant d'autres que les actionnaires de chez Capcom sont quand même de sacrés gros branleurs, et comme pour le coup je me suis fait entuber une paire de fois par eux, comme beaucoup de joueurs, je vais me permettre dans cette vidéo de remettre quelques petites pendules à l'heure. Bref, alors que les fans gueulent, comme souvent, Capcom se dit tiens, on va assurer le coup et sortir des films d'animation histoire de pas trop perdre la face et dire ouais mais c'est les ricains qui ont fait de la merde, nous on fait toujours des bons trucs. Quel genre de bons trucs ? Je sais pas moi par exemple, de sortir un jeu comme Azuras Wrath 9 à 60 balles et t'apercevoir à la moitié du jeu qu'il faut que tu rajoutes 30 € de plus pour avoir le reste du jeu en DLC. Soit littéralement 60 € le prix d'un jeu neuf, 90 pour aller te faire mettre. Ils sortent donc leurs films en direct ou DVD en France, soit pas de sortie cinéma, ce qui est un bon moyen d'amortir les coûts de distribution. Alors je suis mauvaise langue, le direct ou DVD est un moyen comme un autre de sortir un film, et parmi lesquels j'ai pu trouver de sacrées bonnes pépites, comme de tête Dread 3D qui est sorti chez nous en DVD. Mais vu comment des mecs comme Uwe Boll se sont servis du système, on peut quand même se dire content que le truc fonctionne pas non plus super bien. Nous allons donc entamer le premier volet de cette saga, mais dans un souci de compréhension, je ne parlerai que des comédiens de doublage français, puisque je me suis déjà heurté à ce problème dans ma vidéo sur Spider-Man. D'une, je suis très loin d'être hostile à cette pratique, de deux, je trouve que les comédiens de doublage français sont trop souvent oubliés, et de trois, c'est quand même carrément plus facile pour moi. Mais pour le coup, comme les films sont directement tirés des jeux, un petit résumé s'impose. Comme le film se passe entre le deuxième et quatrième jeu, il est impératif pour vous que vous en sachiez un minimum, sinon je risque de me retrouver comme un prof enseignant la poésie essayant d'expliquer la physique quantique. Poésie, physique, c'est pareil. Umbrella crée le virus T, et après les événements du manoir du premier jeu, qui verra les Stars se sortir in extremis de cette maison de fous, et qui est plus ou moins semblable au premier film, le virus leur échappe et la ville se retrouve complètement submergée de morts vivants. Léon, un jeune officier de la police de Raccoon City, prend son premier jour de fonction dans tout ce bordel et entre 2-3 exercices de cardio, il rencontrera Claire Redfield mais seront séparés après un accident. De son côté, elle sauvera la jeune Sherry Birkin, poursuivie par son père. Léon, quant à lui, se verra confronté à Ada Wong, une espionne, slash mercenaire, slash agent double, slash le personnage qui a donné le fantasme des Asiatiques à des milliers de joueurs, dont je fais partie, qui le manipulera pour mettre la main sur les travaux des scientifiques d'Umbrella. Nos deux héros finiront par s'en sortir, mais laisseront une partie d'eux dans toute cette histoire. On va donc commencer sur les chapeaux de roue avec Resident Evil Degeneration. Quel accent. Ta gueule. Sorti en 2009 avec Makoto Kamiya aux commandes, le film raconte comment, après l'accident biologique de Raccoon City, qui s'est soldé par la destruction totale de la ville par une tête nucléaire, Umbrella Corporation s'est vu accusée de tous les maux, et que ses employés, ayant fui un peu partout, ont vendu le virus T aux quatre coins du globe au marché noir. Le monde tombe alors dans une nouvelle ère de peur, celle du bioterrorisme. Alors non, je t'arrête tout de suite, c'est absolument pas du terrorisme écologique, ce qui fait que tu ne pourras toujours pas aller chercher ton gaz moutarde à bio c'est bon. C'est juste l'utilisation de gaz, de produits chimiques ou même d'armes bactériologiques sur une population civile pour obtenir des revendications. Dans l'idée, c'est encore plus meurtrier qu'une ceinture d'explosifs, mais dans le fond, il n'y a aucune différence. Heureusement que c'est que de la fiction, hein. C'est clair, imagine si on utilisait ce genre de choses dans la vraie vie, hein. Après tout, c'est vrai. Personne n'est suffisamment un enculé pour faire ce genre de choses. Alors que les États-Unis cherchaient à enterrer l'affaire Raccoon City, de nouveaux groupes pharmacologiques font leur apparition pour prendre la place laissée par Umbrella, et l'une d'elles se démarque du lot, Will Pharma soutenu par le sénateur Davis, doublé par Michel de Warzy, qui finance un nouveau centre de recherche pour combattre le bioterrorisme à Harvarville. 7 ans plus tard, des photos font scandale montrant des tests sur des humains en Inde, ce qui pousse l'ONG TerraSave à accuser publiquement Will Pharma ainsi que le sénateur de continuer en secret les tests sur le virus T. Claire Redfield, l'héroïne des jeux et survivante de Raccoon City, jouée par Maya Baran, travaille pour TerraSave et alors qu'elle est récupérée à
l'aéroport d'Harvarville, et surtout parce que cette fille attire grave les emmerdes, un attentat bioterroriste éclate, possiblement déclenché par Curtis Miller, joué par Laurent Bonnet, un ancien scientifique devenu activiste à la mort de sa famille à Raccoon City, ce qui fait que Claire se retrouve bloquée sur place avec un petit groupe de survivants. Léon S. Kennedy, qui était à Raccoon City avec Claire, joué par Mathieu Moreau, s'est vu devenir un agent spécial pour la Maison Blanche en tant qu'expert du bottage de cul de morts-vivants. Il récupère donc les agents Angela Miller, jouée par Elsa Herroyo, ainsi que son collègue Greg, interprété par Martin Spinayer, pour sauver les pauvres connards prisonniers de l'aéroport. Il trouve rapidement les survivants et dans leur fuite, le sénateur démontre à quel point les élus n'ont aucune race, ce qui fait que Greg se fait bouffer et après une partie de Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! ils réussissent tous à s'en sortir. C'est alors que Will Pharma se pointe avec des camions remplis de vaccins et joue les héros parce que TerraSafe c'est trop des méchants qui ont dénoncé plein de vilains mensonges sur eux alors que c'est trop des gentils. Mais malgré leur super gentillesse de compagnie pharmaceutique pétée de thunes, pour rappel le système de santé aux États-Unis est misérable, boum, les camions de Will Pharma explosent avec, tenez-vous bien, l'intégralité du stock de vaccins contre le virus T. J'ai déjà bossé avec des marteaux, mais celle-là quand même, on me l'avait encore jamais faite. Frédéric Downing, joué par David Manet, C'est le doubleur de David Tennant sur une série anglaise pas super connue. Frédéric Downing, donc le responsable du développement des vaccins, repart donc avec Claire au labo pour relancer la production. Qu'est-ce que je fais, je relance? Pendant que Angela et Léon vont chez Curtis choper leur principal suspect. Pendant ce temps, Claire apprend que Downing détient une souche du virus G dans leur labo. Une grosse saloperie créée par le docteur Birkin qui a fini par le transformer en grosse merde gélatineuse remplie d'yeux mutants, et aussi super pédophile puisqu'il pousse l'infecté à se reproduire avec le matériel génétique le plus proche du sien, soit pour le coup, sa propre fille. Je crois que le gars il venait du Nord. Claire prévient Léon de rappliquer vite fait avant qu'une nouvelle bombe lui pète à la tronche. Curtis, le poseur de bombes, s'injecte le virus G au moment où Léon et Angela arrivent, mais une pile royale aux Marines qui étaient là, je sais pas pourquoi, et après un combat à base de parcours, d'explosions et de balles judicieusement placées dans les visages, Léon et Angela finiront par tuer GG Curtis. Claire de son côté remonte la piste d'un enregistrement pour comprendre que Downing était derrière tout ça. Exactement derrière! Manipulant Curtis pour en faire une bombe humaine et mettre les voiles avec le virus et le vaccin pour le vendre à son contact au Moyen-Orient, mais par chance ils réussiront à l'arrêter. Bon alors, comme l'intrigue du film était extrêmement dense, j'ai dû passer sur beaucoup de sous-scénarios très intéressants, et je vous les laisse découvrir en regardant le film ou bien tout simplement en jouant au jeu. Mais la première chose qu'on peut noter par rapport à ce film, c'est que... Dieu du ciel que ce film est moche. Bon ça va, c'est regardable, j'ai vu pire niveau animation. Je serais tenté de le comparer à un autre film, Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, sorti en 2001, qui avait lui aussi des lacunes à ce niveau-là. Et j'avoue franchement, l'aspect graphique ne me dérange pas, mais je peux comprendre que ça peut en rebuter certains. La lumière est assez space elle aussi, parce que j'ai eu de la chance de voir le film en Full HD, mais même là, certains moments sont beaucoup trop sombres pour bien comprendre l'action. Et par moments, le scénario a quand même de grosses facilités, comme le fait que Curtis Miller et Angela soient frères et sœurs, ou que Claire se fasse bousculer comme par hasard par Curtis juste avant l'attentat. Ensuite on a le gros problème du film, mais qui est aussi son plus gros point fort. Pourquoi la partie dans le labo? Non, parce que si le film s'était contenté d'être un survival horror dans l'aéroport, alors qu'en plus on pouvait caler nickel une scène avec Rani, la nièce de la collègue de Claire, interprétée par Coraline van der Linden, qui est fragile de par son statut d'enfant face à des monstres comme des zombies, on aurait pu avoir un sacré bon film d'horreur. Mais le truc c'est que la série de jeux a changé au fur et à mesure, et en bien à mon sens, passant de la pure terreur à de l'action et surtout à des scénarios géopolitiques un peu nanars que j'affectionne tout particulièrement. Et le film a suivi cette direction, avec une première partie angoissante et une conclusion action badass. Ce qui me gêne un peu plus vient surtout de la technique, avec la motion capture de Léon, qui a perdu en charisme ce qu'il a gagné en balai dans le cul. Comment c'était fin, ça? Sérieux, regardez-moi cette magnifique plante verte. Tu pourrais avoir une émotion peut-être? Même dans le 4, alors qu'il reste stoïque la plupart du temps, il garde ses traits d'esprit et son humour. No thanks, bro. Mais là on dirait juste un robot sans âme. Malgré ça, le film reste très cool. La réalisation est plutôt bonne, tendue pour le début avec de chouettes plans et d'excellentes idées pour la fin. Les 2-3 scénarios qui se chevauchent sont intéressants et font parfaitement le parallèle avec le climat de tension qui règne depuis 2001 aux USA, et reste cohérent par rapport au bordel qu'est le lobby des entreprises pharmaceutiques et les relations entre les États soutenant le terrorisme et les États-Unis. La première partie a de bons moments assez effrayants, la seconde aura pour mérite de vous divertir. Bref, un bon film que je vous recommande, mais qui sera très vite dépassé par son petit frère. Comme dirait le poète, il faudra toujours un brouillon avant l'œuvre d'art. Mais personne dit ça. Nous enchaînons donc avec la suite, Resident Evil Damnation. Tu l'as pas fait avec l'accent cette fois-ci? Mais ta gueule! Sorti en 2012 et toujours avec Makoto Kamiya à la réalisation, le film se passe cette fois-ci en Europe de l'Est, et plus précisément dans la République slave de l'Est, un ex-représentant de l'URSS qui, une fois le bloc communiste tombé, a vu sa population coupée en deux. D'un côté les loyalistes, de l'autre les indépendantistes. Quand la paix entre les deux parties est finalement arrivée, les loyalistes se sont aperçus que les indépendantistes étaient logés sur des puits de pétrole. Ils ont donc logiquement pris la décision de tous
les trucider jusqu'au dernier pour se faire de la bonne grosse tunasse. Ah, la célébrissime dévotion du communiste envers son prochain. Ah, c'est tellement émouvant que ça m'en tire limite une larme. Le pays est donc en guerre civile depuis des années, mais quand arrive au pouvoir Svetlana Belikova, interprétée par Géraldine Asselin, les rumeurs d'utilisation d'armes bioterroristes se font rapidement entendre. Et dans ce genre de cas, qui c'est qu'on appelle Léon S. Kennedy. Alors qu'il devait retrouver son contact sur place pour vérifier la véracité des rumeurs en vue d'une possible intervention des forces américaines, Hunnigan, son agent de liaison joué par Victoria Grosbois, lui transmet l'ordre de ses supérieurs de faire ses valises et de rentrer direct au pays sans passer par la case départ. Léon, joué cette fois-ci par Gilles Morvan, décide de continuer la mission en roue libre et une fois qu'il retrouve son contact, celui-ci est massacré par un Lickers. Alors que les bombardements font rage, Léon se fait surprendre par une explosion et un homme mystérieux pouvant contrôler les armes biologiques fait son apparition. Léon est donc capturé et emmené dans une cave où il y fait la rencontre de DJ, joué par Guillaume Lebon, de Alexander Sacha Kozachenko, mais comme c'est mégalon, tout le monde l'appelle Buddy, joué par Serge Biavant, et du vieil homme mystérieux nommé Ataman. Les indépendantistes donc qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée surprise d'un américain armé jusqu'aux dents chez eux. Par le temps de niaiser, l'armée débarque et Léon leur fausse compagnie. Ataman, visiblement contaminé, suppliera Buddy d'en finir, et au détour des galeries, DJ et Léon devront faire équipe pour échapper aux infectés qui pullulent dans les tunnels. Ils rejoignent le QG des rebelles, alors qu'en parallèle, la présidente reçoit Ada Wong, jouée par Juliette Dejen, qui se fait passer pour un agent du BSA, l'organisme de défense mondiale contre les armes biologiques. Elle explique que les armes ont muté et qu'avec beaucoup de manipulation, il est maintenant possible d'avoir un infecté capable de contrôler les Lickers et autres petites saloperies. De leur côté, les indépendantistes attaquent le palais, vu que la présidente est en mode « S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher !» Léon rejoint le palais et y découvre un laboratoire cultivant les plagas. Les forces de sécurité interviennent et Buddy, s'étant infecté avec le parasite dominant, envoie ses Lakers foutre la merde pour atteindre la présidente. Une fois en face à face, elle lui explique comme un très mauvais méchant de James Bond que les souches des armes biologiques que les indépendantistes utilisent étaient une manipulation de sa part et qu'à part Ataman, tous les autres anciens du mouvement, ceux par qui ils ont eu les armes biologiques, étaient de son côté depuis le début. Et comme elle a avoué avoir été très méchante... Oui, j'ai été une très méchante fille. Maintenant, il faut faire disparaître les témoins. Nous retrouvons donc un ennemi bien connu de la saga, le Tyran, gigantesque monstre de puissance créé à partir du virus T et chef-d'œuvre des anciens scientifiques d'Umbrella. Léon et Buddy feront donc équipe pour combattre ces choses dans un combat dantesque entre humains, créatures et basketteurs vampires d'Europe de l'Est. Au dernier moment, alors que tout espoir semble perdu, l'armée américaine et russe interviennent pour mettre fin aux agissements de la présidente, faisant comprendre à Léon qu'il a été utilisé depuis le début puisque les huiles étaient déjà au courant de tout. Le film se termine donc sur Ada en liaison avec son mystérieux employeur négociant le prix d'un des parasites dominants qu'elle a récupéré pendant tout le foutoir. Ce film est vraiment bon, malgré le fait qu'il ne soit qu'un produit dérivé promotionnel, uniquement là pour mettre en avant la sortie du jeu Resident Evil qui sortait la même année. Le mystérieux commanditaire d'Ada est probablement Simmons, le secrétaire à la défense des États-Unis, et le parasite récupéré sera probablement utilisé comme base pour créer le virus C. Ada et Léon, qui jouent au chat et la souris ensemble, bien que ce soit très connu des joueurs, semblent ici avoir fait péter le bouchon, ce qui explique le comportement de Léon vis-à-vis d'elle dans le 6. Et on arrive au premier problème de ces films. Malheureusement, si les films d'Anderson, eux, piochaient dans les jeux pour étoffer leur scénario original, la Capcom, ils s'emmerdent même pas. C'est-à-dire que, comme tout est fait pour les fans, si tu découvres la série de jeux grâce à ces films, putain mon con, je te souhaite bien du courage pour comprendre. Mais quand j'ai regardé le making of pour réaliser cette vidéo, je me suis aperçu que le réalisateur, comme toute l'équipe technique, n'avait qu'un seul mot à la bouche. Ce que veulent les fans. Et c'est un problème qui touche aussi le premier film, mais si je n'en ai pas parlé avant, c'est parce que c'est bien plus flagrant dans Damnation. Un exemple, quand Ada se présente comme employée du BSA, tous les fans ont dû lever un sourcil, parce que depuis le second jeu, cette femme est connue comme une triple agent double, avec autant de fausses identités qu'il y a de procès au cul de Balkany. C'est clairement la femme fatale qui bosse pour les méchants, mais faisant toujours passer ses intérêts avant tout, sans forcément être un monstre. Alors la voir dans la boîte de Chris Redfield qui rêve de lui passer les menottes depuis des années, fait tout de suite comprendre qu'il y a anguille sous roche. Mais pour le spectateur lambda qui découvre le truc, la surprise est ratée. Je crois que Léon lui aussi aimerait beaucoup lui passer les menottes, mais à mon avis c'est pour une autre raison. C'est vraiment dommage d'avoir restreint le film à son public de niche alors qu'il y a vraiment moyen de faire découvrir le lore de l'univers par eux et pousser les petits curieux à jouer au jeu. Mais voilà, c'est un autre exemple de l'incompétence de Capcom qui ne prendrait sans doute pas leurs fans pour des vaches à lait s'ils ne se comportaient pas comme tels. Quoi ? Ne regardez pas comme ça, c'est pas moi qui achète la même version de Street Fighter au prix fort tous les ans, tout simplement parce qu'ils ont collé une étiquette ultra dessus alors qu'il n'y a rien de nouveau et que le multi est buggé à la gueule. Pour terminer avec les points négatifs, je trouve que le film manque de développement. Il y avait l'histoire du pays au début, mais ce n'est que le contexte. C'est cool de balancer des idées de background pour les personnages, comme les brûlures de Svetlana, mais si c'est pas pour les utiliser derrière, ben... À quoi tu sais? Pourquoi t'es là?
Pourquoi ne pas avoir utilisé le vrai nom de Buddy, sachant qu'il a déjà un surnom? Sacha fait bien plus Europe de l'Est que Buddy qui est un surnom plus américain. Faut comprendre le truc, hein, vu que DJ est fan de la culture américaine, mais pour un patriote luttant pour l'indépendance de son pays, c'est pas un peu con? Même le personnage d'Ataman a un vrai nom. Alors oui, on connaît les raisons pour lesquelles Buddy se bat et ce qui lui est arrivé une fois tout ce bordel terminé, mais sinon c'est tout. Où est le reste des indépendantistes? Et je parle pas des porte-flingues qu'on voit vite fait qui sont aussi utiles que des plantes vertes. Pourquoi on voit pas plus d'enfants ou de vieillards qui ont pris part au combat vu qu'ils sont le petit peuple massacré par l'oligarchie? Ça aurait pu rendre leur combat bien plus impactant et certains points du scénario auraient pu faire moins forcé si le film avait pris le temps d'en rajouter un petit 20 minutes d'exposition. Parce que pour rappel, c'est eux les méchants dans la logique. Moi j'ai pas vu de braves résistants combattant l'implacable régime totalitaire tel David contre Goliath, mais juste une bande de gitans qui jouent à la guerre. Et aussi, à part les 2-3 plans vite faits sur les zombies dans les rues et dans les tunnels, où le réalisateur s'est d'ailleurs fait un kiff de se prendre un parasite à travers la gorge, ils sont où les infectés? Elle est où la menace sur la population? Le discours sur les armes biologiques aurait vraiment eu un impact bien plus pertinent si les résistants avaient dû affronter et perdu certains des leurs contre ces choses, rendant encore plus forte la détermination de Buddy à utiliser les armes de ses ennemis pour sauver ses potes et venger ses morts. Alors oui, DJ est tué comme ça, mais comme son infection n'est pas montrée, bah c'est moins impactant. Et en plus, c'est le comic relief, perso j'avais grillé sa mort à la seconde où il est arrivé. Olé! Le film ne fait qu'1h40 et bah pour le coup j'ai dû me taper 2 visionnages pour comprendre d'où venaient les zombies. C'est clairement beaucoup trop court. Mais pour enchaîner sur les points positifs, le film est méga beau. Je parle un peu de technique, mais là ça vaut carrément le coup. Le premier film était aussi réalisé en motion capture. Comprenez qu'on met des acteurs dans des combis en spandex qui les fait ressembler à des grenouilles en salopettes de super-héros, et on leur met des boules dessus pour que les caméras captent leurs mouvements, qui sont ensuite retravaillés sur infographie. Si le premier bénéficie de caméras 4 millions de pixels, celui-ci en a 16 millions. et ça donne un résultat saisissant. Donc ça c'est Léon dans le premier film, et ça c'est Léon dans le second. Oui, il a atteint la puberté. Avec un tel matos et l'intention d'en faire un film 3D, la réalisation est très bonne, surtout au niveau des chorégraphies qui dégueulent de dynamisme. Et ça fait clairement comprendre que les personnages sont des agents surentraînés, ce qui explique facilement pourquoi est-ce qu'ils survivent depuis tellement d'années aux armes biologiques. Petit bémol au niveau de certains mouvements qui font plastique, mais j'ai dit que c'était bon, pas forcément parfait. Quant aux créatures, c'est festival. Qu'est-ce que les Lakers sont beaux! Si tant est qu'un écorché vif au cerveau sortant du crâne, sointant le pu et dégoulinant d'un liquide dont j'ai aucune envie de connaître la provenance, peut être beau. Mais le plus gros du taf des scénaristes a été sur les personnages, car malgré le fait qu'ils ne sont que des archétypes, eh bien ce sont leurs personnalités qui les rendent plus qu'attachants. Buddy est le résistant avec les boules, DJ le mec cool, Léon le super agent qui tombe à pic, Ada l'espionne femme fatale, Svetlana la grande méchante, donc des petites cases très classiques. Mais entre DJ et Buddy qui sont potes, Léon et DJ qui se kiffent, Buddy et Léon qui vont royalement se mettre sur la tronche pendant tout le film pour finir par se comprendre après avoir vécu l'enfer ensemble, Ada qui est juste avec Léon, et Buddy et Svetlana qui wow mec calme-toi, putain ce regard de prédateur, il la mordrait s'il pouvait. Et la présidente est pas mieux non plus avec son petit sourire condescendant. Tout ça permet de vraiment rendre l'univers cohérent, et pour une fois on ne suit pas des coquilles vides qui ne seront là que pour mourir pour leurs conneries. Donc avec 2 films aussi bons dès le départ, je vous cache pas que j'attendais la suite avec une grande impatience. Ben j'ai bien fait, tiens. Sorti en 2017 et réalisé par Takomori Tsujimoto, Resident Evil Vendetta est un nanar total que le gamin drogué au sucre qui est en moi a adoré, mais que l'adulte que je suis a passé la moitié du film à hurler « C'est n'importe quoi !» Le film commence avec Léon, toujours joué par Gilles Morvan, qui tape une crise existentielle dans une morgue. Je suppose que c'est moins cher qu'un psy. Puis on retrouve Chris Redfield, interprété par Elias Shangwell, en pleine intervention pour arrêter un trafiquant, Glenn Arias, joué par Olivier Chauvel. Ce bel enfoiré vend des armes biologiques dans le monde entier, à tel point que le gouvernement américain lui a laissé un joli cadeau de mariage sous la forme d'une bombe qui a tué toute sa famille, ses amis et sa femme. Voile positive, mec. Elle te demandera rien du tout pour le divorce. Arias, en plus d'être un gros connard, a kidnappé une agent infiltrée du BSA ainsi que son fils. Chris en fait donc une affaire personnelle. Mais une fois sur place, Arias lui botte le cul royalement et lui explique qu'il a créé le nouveau virus A, capable de faire la différence entre les alliés et des ennemis. 4 mois plus tard, on retrouve donc Rebecca Chambers, jouée par Céline Maug, l'ancienne médic de l'unité des Stars qui a survécu au premier jeu aux côtés de Chris. Elle est devenue professeure en médecine à Chicago et bosse sur le vaccin du virus A. Alors qu'elle touche enfin au but, la femme de poigne d'Arias attaque le centre de recherche et elle est obligée de s'injecter l'antivirus fraîchement créé pour éviter de crever. Tous les scientifiques meurent et Jésus-Christ
Chris arrive avec son équipe de choc et lui sauve la vie. En discutant avec Chris, Rebecca lui explique que le virus A est très proche du parasite Las Plagas. Et pour en apprendre plus, il faut donc aller voir l'expert sur le sujet. Léon, qui a pris la route d'un trou paumé du Colorado histoire de prendre un peu l'air, noie son chagrin dans l'alcool. Il raconte à Chris qu'après un attentat à Washington, toute son unité a été massacrée car un informateur les aurait vendus et fait capoter toute l'opération. Alors le pauvre vieux envoie donc Chris chez une brique parce qu'il en a un peu marre de voir ses potes se faire buter en longueur de journée. En même temps, vu la proportion qu'ont les gens à crever dès qu'ils le rencontrent, je dirais que l'endroit le plus sûr du monde, c'est juste très loin de lui. Exposition sur exposition, Rebecca donne son sang devant tout le monde, au cas où quelque chose devrait lui arriver. Wink, wink. Wink. C'est pile à ce moment-là que la balance qui a vendu Léon et ses potes fait son entrée pour lui demander son aide. Il lui explique qu'il en savait trop et que lui et sa famille sont menacés par Arias qui prévoit un attentat à grande échelle sur New York. Au même moment, Arias envoie ses hommes de main kidnapper Rebecca et sulfater le restaurant. Je me demande si c'est vraiment nécessaire toute cette violence. Une fois dans la base secrète d'Arias, Sauras-tu deviner où est la base secrète? Je te donne un indice. l'exposition revient pointer le bout de son horrible tête puisque Rebecca balance à Arias tout ce qu'elle sait. Et même que votre virus il a 3 souches et que vous déclenchez ça avec du gaz parce qu'on a tous été contaminés par l'eau que vous avez infectée. Alors ça me coupe le sifflet. C'est donc là qu'on apprend que la femme morte d'Arias ressemble comme 2 gouttes d'eau à Rebecca, et c'est tout naturellement qu'il va enterrer toute chance d'être un méchant mémorable avec son plan génial. Pendant que je transforme le monde en zombie, je peux te greffer le bras de mon ex qui est morte pour que tu deviennes comme elle. On fait ça, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, nos héros détruisent des camions-citernes qui répandaient l'activateur du virus, mais sont forcés de se séparer, ce qui donnera la fameuse scène de l'autoroute. Chris arrive chez Arias, fracasse du zombie pendant que Arias injecte à Rebecca le nouveau virus A+, dopé avec ses anticorps. Une course contre la montre commence donc pour lui sauver la vie car il ne lui reste plus que 30 minutes avant qu'elle ne devienne un zombie. Non mais ne me regardez pas comme ça, hein, j'ai aucune idée de comment ça marche. Chris sauve Rebecca, se bastonne avec Arias sur le toit pour plus de drama et finit par lui expliquer comment fonctionne la gravité. Après une chute de moins 70 étages, Arias survit. Vous êtes en train réellement de vous foutre de ma gueule là, j'espère. C'est n'importe quoi, le mec devrait avoir l'épaisseur d'une feuille A4. Diego? Oui, parce que Masque de Fer s'appelle comme ça, mais on s'en branle. Fusionne donc avec Arias, donnant naissance à une abomination avec un cœur qui clignote. À ce niveau-là, autant de tatouer une grosse flèche en plein milieu de la poitrine avec écrit point faible dessus. Ce truc retourne alors mettre une pile à Chris, mais Léon arrive en moto. Et lui savate violemment la face, le tout avec l'équipe de Chris, qui au passage est parti chercher le vaccin, lui bourre la tronche à grands coups de ray gun. Pas du tout démesuré comme truc. Ah non, d'accord, je comprends, c'est parce qu'en fait c'est un ray gun. Ray. Comme dans Star Wars, c'est pour ça que le flingue en fait il est cheaté, enfin, bref. Chris termine donc Arias à grands coups de grenade et ils finissent par sauver Rebecca et répandre l'antivirus sauvant des milliers de gens. Et le film se termine sur la femme de poigne d'Arias qui sera sûrement une future menace. Alors, par quoi je commence? On sent que le film cherche à faire les choses bien mais qu'il tombe tellement facilement dans les clichés qu'il rate de rien tout ce qu'il essaye de faire. Personnellement, je vois ce film comme étant un énorme nanar, et un très bon d'ailleurs. C'est juste que je peux pas le prendre au sérieux comme ses grands frères. Il y a bien vite fait une critique sur les ventes d'armes et tout ça, mais dans le fond, ça parle pas de géopolitique ni de contrôle des lobbies comme les précédents. Et il partait tellement bien. La scène dans le manoir est juste ultra bonne, tout en tension avec de bonnes idées, mais à la toute fin de la scène, elle tombe dans le cliché du film d'action avec un Chris qui crie « Non !» sans regarder les explosions. Et je pourrais résumer tout le film à ça. C'est-à-dire qu'il y a d'excellentes idées, mais à chaque fois, au lieu de les mener à terme, boum, on te balance du too much. Pour commencer, parlons de la scène de l'autoroute, qui est le meilleur exemple du trop-plein de what the fuck de ce film. Léon et Chris se retrouvent séparés, et Léon est poursuivi par des zombies Doberman. Cette scène n'a aucun sens, laissez-moi vous expliquer le délire. Léon bourre avec une moto sans casque, tout en voyant parfaitement les deux Doberman rapides au point de pouvoir le courser tranquille à plus d'une centaine de km/h. Quand il en bute un, le corps d'un chien d'à peu près 35-40 kg fait retourner une voiture d'une tonne 2, lancée à plus de 110 km/h, et le gars se paye le luxe de finir le second en lui faisant tomber un panneau de signalisation sur la tronche, mais comme c'était pas suffisant, il lui balance une grenade, le tout en tenant son guidon avec le pied. Et les trucs comme ça, il y en a genre plein dans le film, et ça entre complètement en contradiction avec le style très posé des autres scènes qui, elles, pour le coup, sont excellentes, parce qu'elles sont pas fumées du casque. Mais c'est un défaut que je considérerais comme acceptable, puisque si vous êtes comme moi, vous avez bouffé les films d'Anderson,
Et dans ce cas-là, eh ben, vous avez probablement vu tout aussi ridicule, voire pire. Et j'ai même pas encore parlé du grand méchant qui est cliché au possible. Cette espèce de Dr Maboul 7ème dan de Krav Maga, j'ai pas réussi à le prendre au sérieux une seule seconde. Non, parce que son grand plan, c'est quand même de transformer tout le monde en zombie par vengeance et d'être le seul connard sur Terre encore en vie. Of course! Ça te ramènera pas tes proches, pauvre pomme. Bon, au moins tu pourras toujours te consoler en te disant que les serveurs du Starbucks arrêteront d'écorcher ton nom. Et c'est d'autant plus con d'avoir voulu le rendre attachant avec son histoire tragique, parce que c'est un putain de marchand de mort. Quand ils disent qu'il a perdu toute sa famille, je suis pas triste ou touché, je me dis juste que c'est bien fait pour sa gueule. Ils sont pas morts parce que le gouvernement est un enfoiré et que t'es une victime, mais parce que t'es un criminel et qu'ils ont géré ça comme des sacs. C'est ta putain de faute s'ils sont tous morts, connard. Parce que si t'avais pas vendu des armes, personne n'aurait voulu te faire la peau. Et tant qu'on parle des clichés, bon Dieu, ce que ce film est poussif. Et on explique qu'il a été vendu, boum, le traître apparaît avec toutes les infos sur Arias. Rebecca explique que son sang est la clé pour sauver le monde, boum, elle donne son sang au copain avant d'être enlevée. La femme d'Arias se fait exploser, boum, Rebecca lui ressemble comme par hasard. Le virus est tout nouveau, boum, il a des bases de plagas et il faut aller vers Lyon, etc. etc. Ce qui est complètement crétin, puisque comme pour Damnation, un petit 20 minutes de plus aurait pas été dégueulasse. Pour le coup, Vendetta a tout le background nécessaire, mais c'est pas le manque d'exposition le problème. Le problème vient des facilités scénaristiques qui sont utilisées pour faire avancer l'intrigue qui plombent complètement cette dernière. Mais ce qui m'a le plus fait sauter de ma chaise, c'est le gaz qui retransforme les infectés en humains. Quelle espèce de baltringue avec un QI de 10 a eu une idée aussi stupide? Non, parce qu'en plus de ruiner la menace de la contamination, ce qui est quand même la base de tous les films de zombies, qui a pensé aux répercussions sur les survivants? Bonjour, je m'appelle Marc. Salut. Il y a 2 ans, j'ai été infecté au virus A, et moins de 12 heures après, j'ai été soigné. Pendant cette petite période, j'ai dévoré ma petite amie Sandy, qui était enceinte de notre bébé, ainsi que 4 autres personnes. Sandy et moi devions nous marier. Ses parents et la famille des autres victimes m'ont attaqué en justice pour meurtre. Mes collègues de travail ne voulaient plus travailler avec moi, alors on m'a licencié. Les ados du quartier taguent ma porte tous les week-ends, et je fais des cauchemars toutes les nuits. Je sens encore le goût de ma copine entre mes dents. Et j'ai perdu l'envie de manger. Mais grâce à l'association Norman Date, je suis maintenant suivi par le Dr Lecter, et j'ai repris le goût à la viande rouge. À part tout ça, j'avoue avoir passé un très bon moment devant le film. C'est du bon divertissement avec de bonnes idées. Si les films précédents bénéficiaient de la mise en scène immersive de Makoto Kamiya, celui-ci profite du talent de Takamori Tsujimoto pour l'action grand spectacle, même si j'attribuerais volontiers ce changement de direction artistique au changement de production. Les décors sont plus variés, plus ouverts, et les combats sont filmés avec beaucoup de peps et une visibilité propre malgré ce moment digne d'un combat de Tekken. Beaucoup des plans ne sont pas là juste pour l'efficacité, mais plus pour le storytelling, ce qui le rend d'autant plus unique au sein de la saga. Quant au scénario, il reprend l'idée des zombies contrôlables de Damnation, mais fait évoluer le concept. J'ai particulièrement aimé l'idée de transformer une population en arme dormante, là où les précédentes armes biologiques étaient créées par injection ou morsure, ce qui rendait le mode de contamination long et fastidieux, mais toujours aussi efficace. La thématique de Léon autour du but de sa vie, sa place dans un monde toujours en conflit, et l'idée selon lequel celui-ci ne finira jamais est très bonne, surtout quand on la met en contradiction avec Chris, qui lui ne se définit que par son combat contre le bioterrorisme. Le film se place plus comme un cadeau pour les fans qu'un simple produit dérivé cette fois-ci, ce qui explique le retour de Rebecca dans la série et de voir Léon et Chris, les deux personnages les plus populaires de la saga, se battre à nouveau côte à côte comme dans le 6. En résumé, Vendetta est un nanar divertissant de bonne qualité que je vous recommande, mais toujours si vous êtes fan des jeux. C'était donc le tout dernier film Resident Evil. Et dans le fond, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ces 3 vidéos ? Nous avons vu la saga d'Anderson évoluer de main en main, changer de point de vue, d'intention et de direction artistique, ce qui a donné des hauts et des bas, mais c'est exactement ce qui est arrivé à beaucoup d'autres sagas de films. Mais nous avons pu voir aussi, comme on l'affirme à l'origine des jeux, voyez ses propres produits. 2 intentions différentes, l'une finissant par tomber dans le grand spectacle, et l'autre voulant garder pour elle toute seule son bébé comme une mère possessive. Mais au final, j'ai juste vu 2 fanboys cherchant à créer des fanfictions autour de leur univers favori, tout en piochant ici et là dans d'autres œuvres cultes pour leur donner un minimum de substance artistique. Le but premier étant de montrer les 2 versions différentes d'une même histoire, mais pour le coup, eh bien, celle d'Anderson est bien plus séduisante. À cause de Milla Jovovich? Oui, mais pas que. Disons tout simplement que si je n'avais pas joué aux jeux vidéo, eh bien les films d'animation ne m'auraient absolument pas parlé. Tout simplement parce que la version d'Anderson est peut-être moins fidèle, mais bien plus grand public.
alors que celle de Capcom est tout simplement beaucoup plus fidèle, mais manque cruellement d'une ouverture au grand public. Et c'est pour ça qu'il est incroyablement difficile de faire une bonne adaptation d'un jeu vidéo. La plupart des gamers avec qui j'en ai discuté ont toujours le même discours, pensant la chose facile parce que l'histoire est déjà toute faite ou parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais ils n'ont jamais certaines des problématiques récurrentes au format cinématographique en tête. À qui va s'adresser le film? Si on fait du total fidèle, pourquoi est-ce que les fans se feraient chier à claquer 12 balles pour voir la même chose qu'ils ont déjà acheté sur leur console? Si on fait du total original, est-ce que les fans ne vont pas bouder le film? De combien de budget dispose le film pour mettre en scène des décors comme celui-ci ou celui-là? Quel acteur irait bien pour quel personnage? Doit-on laisser les thématiques actuelles rentrer en ligne de compte pendant l'écriture du film? Quel réalisateur correspondra aux attentes du studio? Est-ce qu'un réalisateur ne mettra pas le film au service de ses propres thématiques? Lequel aura la fibre artistique nécessaire pour porter le projet? Si on doit être fidèle à balle, alors combien de temps va durer le film? S'il est trop long, est-ce que le public le supportera? Est-ce qu'on ne va pas devoir faire des coupes quitte à niquer le scénario? Et tout ça, c'est ce sur quoi travaille toute une équipe du début à la fin d'un projet. Et pour le coup, un cas d'école pour parler de ce genre de problème, eh bien, c'est la saga Alien. Les 4 films Alien et les 2 suites /préquels /grosse merde que sont Prometheus et Alien Covenant ont été un enfer du début à la fin. Parce que toutes ces questions sont revenues sur le tapis au moins 12 fois par jour. Parfois ça a donné des chefs-d'œuvre incontestés et d'autres fois, on se retrouve avec des scènes ultra importantes coupées au montage mais disponibles, merci l'équipe de marketing, sur YouTube, histoire de rentabiliser l'investissement. Et ce n'est qu'un détail parmi tant d'autres. Alors, si même un truc aussi culte qu'Alien, qui n'est absolument pas une adaptation, a pu se battre tous les jours contre ce genre de problématiques, pourquoi pas la saga Resident Evil? Gardez bien ça en tête la prochaine fois que vous avez l'occasion de regarder une adaptation de jeu vidéo. Ceci conclut mon retour sur la saga Resident Evil, et bon Dieu que ce fut long. Vous connaissez la chanson, abonnement, partage, pouce bleu, la cloche, le gel hydroalcoolique, le masque, les bisous. Et j'essaie de vous retrouver le plus vite possible avec autre chose qu'une adaptation. C'était Simon Belmont, et c'est avec une très grande fierté que je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.